Je vais à présent laisser la parole à Guillaume Garot. Merci Madame la Présidente. Qu'avez-vous fait depuis l'élection de juin? C'est la question que nous posons ce matin à la majorité. Au moment où nous entamons avec cette première session, véritablement, les politiques régionales de fond après les 2 sessions d'installation de juillet. Et lorsqu'on lit à la fois la décision modificative et le rapport d'orientation budgétaire, eh bien, on a du mal à trouver des réponses crédibles aux enjeux, aux problèmes qui se posent maintenant, je dis bien maintenant, aux habitants de notre région. Tout se passe finalement comme si, à vos yeux, il n'y avait pas d'urgence sociale, il n'y avait pas d'urgence économique, il n'y avait pas d'urgence écologique. Alors, je le dis d'autant plus facilement que vous avez pris des engagements durant votre campagne. Mais on n'en voit pas trace dans cette session. Alors, je voudrais prendre quelques exemples. D'abord, le sport et la culture. La vie a repris dans nos territoires, tant mieux. Mais on le sait, pour les associations, pour les clubs, pour les compagnies, les problèmes n'ont pas disparu. Ce qui a disparu, c'est votre plan Marshall pour la culture et pour le sport, qui figurait au rang de vos promesses, alors que c'est précisément maintenant que les acteurs locaux ont besoin de soutien. Parce que c'est maintenant que le nombre d'adhérents diminue dans les associations, c'est maintenant que les problèmes de trésorerie s'aggravent, alors que les calendriers sportifs, les calendriers culturels sont aujourd'hui connus pour la saison. Mais là, silence radio. Ensuite, le pouvoir d'achat. Là encore, on a le sentiment que le problème n'existe pas pour vous. Et on le sait, c'est pourtant une préoccupation très forte de nos concitoyens dans cette rentrée avec la hausse du prix de l'essence et du chauffage. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Parce que les foyers modestes doivent pouvoir tenir le coup. Alors vous aviez, durant la campagne, proposé, vous, Madame la Présidente, la tarification sociale de la cantine pour les lycéens. Très bien. Je rappelle quand même qu'il y a 10% de la population de notre région qui vit sous le seuil de pauvreté. Et que tout ce qu'on appelle les dépenses contraintes pour le logement, pour la mobilité, pour l'alimentation, sont bien entendu plus lourdes encore pour les familles des milieux populaires et des classes moyennes. Mais, étrangement, on n'en parle pas, on n'en parle plus dans ce qui est présenté aujourd'hui. Alors, nous allons vous faire une proposition d'application immédiate pour le pouvoir d'achat. C'est de rembourser aux familles des élèves boursiers l'abonnement annuel au transport scolaire, ce qui serait un gain de pouvoir d'achat évident. Cela concernerait, et je me fonde là sur les chiffres que vous aviez donnés durant le plan de relance, 37 000 enfants de notre région sur les 150 000 qui sont abonnés. Le coût pour notre collectivité serait de 3,5 millions d'euros sur un budget total, rappelons-le, de 2 milliards d'euros. Et ce serait une façon très concrète d'alléger le budget transport des familles qui sont aujourd'hui pénalisées par l'envolée du prix de l'essence et du gasoil. Je poursuis au-delà de cette proposition sur la désertification médicale. Alors là, je serais injuste si je disais qu'il n'y avait rien dans ce que vous nous proposez, puisque vous continuez à nous proposer un bus, un doctobus même, pour illustrer votre politique. C'est dans le rapport d'orientation. Mais, moi je veux bien le doctobus, mais règles d'installation de nos médecins, les généralistes, les spécialistes, au plan national, pour éviter des concentrations dans certains territoires et des déserts dans beaucoup d'autres. Alors, une des solutions, pas la seule sans doute, c'est le salariat des médecins pour ceux qui voudraient s'installer en maison de santé ou centre de santé. Et ça correspond en particulier aux attentes de la jeune génération médicale. Au niveau de la région, à l'échelle de notre région, ça aurait du sens, ça aurait surtout de l'efficacité, mais là-dessus, rien du tout dans vos propositions, malgré la situation catastrophique, ça a été rappelé avant moi, aujourd'hui dans certains territoires où il y a des médecins
qui partent à la retraite sans être remplacés et on se retrouve avec des patients complètement démunis. Et puis, il y a le sujet de l'emploi. Et là, pour le coup, vous nous présentez ce matin ce qui se veut être un plan de mobilisation. Et vous nous avez parlé tout à l'heure de coup de poing. Nous y voyons plutôt un coup de com'. Et le risque, c'est que ça se transforme en un coup d'épée dans l'eau. Alors, on va regarder dans le détail. D'abord, vous parlez d'une plateforme pour l'emploi. Mais ça existe déjà sous des formes diverses, c'est vrai. Mais il y a Pôle emploi, il y a Indeed, il y a Le Bon Coin même. Et donc, la valeur ajoutée de votre proposition, vous en conviendrez, elle est quand même des plus minces. Ensuite, vous nous proposez un village de l'emploi, mobile. Ça veut dire que là encore, on reconnaît votre goût pour les bus. Mesure du tutorat, là c'est plus intéressant. Ça va dans le bon sens, et quand ça va dans le bon sens, nous le disons aussi, même si, à nos yeux, la mesure ne présente pas suffisamment de garde-fous. Et puis, il y a cette prime, 200 € aux étudiants dits méritants, c'est-à-dire ceux qui cumulent travail et études. Alors là, on ne peut pas être d'accord. On ne peut pas considérer que encourager les petits boulots, gratifier la précarité des étudiants serait une réponse à l'emploi. Avec cette prime, en fait, vous ne reconnaissez pas le mérite. Vous ne faites que condamner les jeunes au travail précaire. Alors qu'au contraire, on doit tout faire aujourd'hui pour que les jeunes, tous les jeunes, quelles que soient leurs origines sociales, puissent se consacrer pleinement à leurs études, pleinement à leur travail universitaire, sans être tenus de s'épuiser à accumuler emploi et études. Et de fait, vous ne faites que consacrer un régime à deux vitesses et vous voulez faire de cette inégalité dans la réussite des études une réponse à la pénurie de recrutement. Ça n'est pas acceptable. Et ça n'est pas non plus comme ça qu'on répondra à la question de la main-d'œuvre. Et je veux d'ailleurs souligner la position du Césaire. Et le Césaire, dans sa diversité et dans son unanimité, a rejeté cette proposition aussi injuste pour les étudiants qu'inefficace pour l'emploi. Nous considérons qu'on doit porter une autre ambition pour nos jeunes, l'ambition de stage en lien avec les études, des stages mieux rémunérés, l'ambition de leur donner les moyens de vivre sereinement et de se déplacer facilement. Et nous reformulons cette proposition de gratuité des TER pour les 18-25 ans. Et puis, il y a aussi, à travers cette mesure que nous proposons, l'idée qu'il faut lever les freins à l'emploi. Et ça a été dit aussi avant moi. Il faut lever les freins liés à la mobilité, liés au logement, liés à la garde d'enfants aussi. C'était d'ailleurs une de vos propositions. Là encore, nulle trace dans ce qui est proposé aujourd'hui. Donc, Madame la Présidente, nous situons dans le cadre d'une opposition constructive. Et nous vous avons fait parvenir des propositions sur l'emploi pour contribuer à la réflexion collective et surtout à la décision collective avec l'idée que pour aider à pourvoir les offres d'emploi disponibles aujourd'hui, les conditions de salaire et permettre de lever toutes ces barrières, tous ces freins qui aujourd'hui freinent l'arrivée vers le marché du travail. C'est ça le chemin. Et c'est ça notre responsabilité collective, notre responsabilité de collectivité publique. Alors, un mot pour terminer, Madame la Présidente, sur les enjeux essentiels des déplacements et du climat. Puisque, dans une des délibérations, nous évoquerons la question de la privatisation de nos réseaux de transport avec la mise en concurrence des TER, qui est finalement une mesure très idéologique quand on y réfléchit bien, parce que
Aujourd'hui, quelle est l'attente des habitants de nos territoires? C'est davantage de services publics, c'est de pouvoir se déplacer facilement. C'est ça l'attente qui est aujourd'hui exprimée, et c'est à cette attente-là, avec un service public renforcé, que nous devons y répondre. Alors, je voudrais aussi, puisque j'ai parlé d'urgence écologique, dire un mot sur le climat. Le GIEC nous dit que nous avons 10 ans tout au plus, pour inverser la tendance au réchauffement. Et 10 ans, ça tombe bien, puisque nous avons, nous, 6 ans à passer ensemble, peut-être même 7. Et donc, nous avons 6 ans pour prendre les bonnes décisions pour la planète. Et ce que nous proposons, c'est qu'on puisse présenter ici, dans une séance de l'ensemble des élus du Conseil régional, les conclusions du rapport du GIEC ligérien, de telle sorte que nous soyons tous à égalité d'information, de formation aussi, pour ensuite prendre les bonnes décisions, celles qui nous permettront de répondre à cette exigence climatique. Alors au final, Madame la Présidente, ce qui frappe en regardant le contenu de cette session, c'est que finalement vous vous êtes endormi sur les lauriers de votre réélection. Et on a le sentiment d'une session hors sol qui ne prend pas la mesure de ce que vivent aujourd'hui les familles, les jeunes, les entreprises, les associations. Une session finalement qui est loin de vos engagements, je l'ai dit, loin des urgences, c'est évident, mais loin des gens aussi. Et c'est une session qui nous paraît un peu vide de concret, parce que c'est une session qui n'améliorera pas la vie des habitants de nos Pays de la Loire, 4 mois après un scrutin qui a été marqué par une abstention massive, et alors même qu'il nous faudrait collectivement redonner du crédit à l'efficacité de la politique. Je vous remercie.